Bien. Alors, je pense que nous allons commencer. La salle, je vous propose de laisser la salle ouverte si certaines personnes veulent rentrer. Hein, je sais que souvent vous la fermez. Voilà. Donc, nous allons aujourd'hui parler un petit peu de procalcitonine. Déjà, je remercie le laboratoire Thermo Fisher d'avoir été un soutien. Donc, je vais commencer par une petite histoire. À savoir qu'il y a un an, il y avait eu on avait parlé de procalcitonine et l'idée est née d'une collaboration Société française de gériatrie et Thermo Fisher en se disant mais finalement, beaucoup de questions ont été soulevées lors de cette session. Peut-être qu'il serait intéressant qu'on demande à nos adhérents et aux membres qui viennent à ces congrès de savoir ce qu'ils en pensaient, ce qu'ils en connaissaient. Donc, nous avons élaboré une enquête durant l'année avec notre expert qui est Gaëtan Gavazzi, que je vais présenter dans très peu de temps. Et cette enquête a été envoyée à beaucoup de personnes. Donc, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui en ont eu connaissance? Est-ce que vous avez répondu? Eh bien, aujourd'hui, vous allez savoir ce qui s'est passé. Et donc, grâce à cette enquête qui a eu lieu il y a très peu de temps, on a analysé les résultats de façon tout à fait indépendante par un laboratoire de recherche indépendant pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté en termes de conflit d'intérêts sur les sociétés et sur le laboratoire. Et donc, nous allons vous présenter les résultats avec quelques contenus et on espère vraiment que vous allez pouvoir nous poser des questions parce que ce que vous nous dites va nous enrichir pour la suite. Alors, je présente mon collègue que tout le monde connaît peut-être ou pas, je ne sais pas, mais le professeur Gaëtan Gavazzi, qui est gériatre à Grenoble, qui travaille beaucoup dans le Gérontopole Aura, qui est le pilote d'un groupe d'infectiologie qui maintenant a pignon sur rue en France, mais également à l'étranger. Voilà. Et qui connaît très bien le sujet parce qu'il a travaillé, je crois, lorsqu'il était bébé interne. Ça a peut-être commencé très tôt, c'est ça? Presque. Non, bébé avec toi à Genève. Donc voilà, donc il y a très longtemps. On ne va pas dire quand. Et donc maintenant, il va vous présenter un petit peu tout ça. Donc je lui laisse la parole et après, moi, je serai un petit peu la Madame Loyale parce que j'espère que vous aurez des questions, mais moi, j'en aurai pour lui. Merci beaucoup, Gaëtan, en tout cas. Merci de l'introduction et donc de ces discussions. Alors, je vais revenir sur un bout de rationnel. Donc, tous ces gens-là et donc l'équipe qui est en charge de l'analyse, donc Pascal Petit de l'équipe de recherche de Nicolas Vuillerme qui s'appelle AGIS encore et qui est en train de muter vers quelque chose de plus important. Alors, ça c'est. Vous entendez bien? Vous entendez assez bien? Oui, vous entendez? Ça va? D'accord. Merci. Pardon. Et donc voilà mes liens d'intérêt. Le rationnel de l'utilisation de la procalcitonine, en deux mots, c'est une complexité particulière des maladies infectieuses pour leur diagnostic, pour leur pronostic et pour leur traitement, avec une prévalence des maladies et une incidence même de l'ensemble des maladies infectieuses vraiment très importante, avec une problématique de surmortalité en raison d'un délai diagnostique qui fait très très peur, qui fait qu'on a à peu près entre 30 et 50% d'antibiothérapies qui sont inadaptées. Alors qu'on dit inadapté, c'est en termes de prescription par rapport à un diagnostic, en termes de type d'antibiotique et en termes de durée d'antibiotique. Et donc, on résume en disant, en fait, cet usage inapproprié de l'antibiothérapie participe à l'antibiorésistance. Et on peut se poser la question, quand on a, je dirais, un spectre clinique. Hier, j'assistais à une réunion de néphrogériatrie où on a été évoqué le syndrome cardio-rénal et la façon dont cliniquement on était en capacité d'évaluer la volémie et l'hydratation des patients âgés. Il y avait la même problématique avec des études cataclysmiques, on va dire, qui nous feraient fuir la clinique. Alors, j'en suis vraiment pas là et je pense que l'histoire du faisceau d'arguments en termes diagnostiques reste intéressant. Mais il peut y avoir des éléments d'aide et pour tous ces sujets-là, la question des biomarqueurs se pose régulièrement. Alors, l'année dernière, on avait présenté plusieurs études, donc je ne vais pas revenir dessus, mais vous avez un petit listing là, où la procalcitonine a été évaluée. Le début de l'histoire de la procalcitonine, c'est la fin des années 90. Pour ma part, c'était donc à Genève au début des années 2000, où on a été testé avec, alors, à l'époque, un dosage de procalcitonique qui était pas aussi bien en termes de quantification,
Et c'était le premier résultat des études qu'on avait menées, nous, sur Genève, en disant c'est quand même pas terrible, c'est compliqué, et ça n'a pas une bonne valeur prédictive positive, pas une valeur prédictive négative, donc vraiment, il faut s'en méfier. Et puis est arrivé le Cryptor, et là, en fait, les choses ont changé, et on a vu une efflorescence de papiers autour de la procalcitonine à plusieurs titres, donc à titre diagnostique, à titre pronostic, et dans l'objectif d'individualiser la durée de l'antibiothérapie, plus fixer des durées spécifiques, puisque on peut se poser la question, si vous avez tous eu à un moment donné peut-être une infection, vous avez peut-être même pris des antibiotiques, il est fort probable que dans l'équilibre qu'on a entre l'hôte et le pathogène, nous on est des hôtes dynamiques, mais on n'est pas dynamique de la même façon, que ce soit en termes d'immunité, que ce soit en barrière de base, et qui fait que on a des infections qui vont être plus ou moins sévères et qui nécessitent finalement probablement plus ou moins des traitements. Juste pour vous rappeler, une pneumonie bactériémique à pneumocoque, sans traitement, c'est 50% de survie. Et heureusement, puisque au début du XXe siècle, les gens étaient traités avec des ventouses pour les pneumonies, et la plupart de vos arrière-grands-parents ont survécu à une pneumonie bactériémique. Si ça avait été 100% de mortalité, en fait, on serait encore moins nombreux dans la salle, il y aurait peut-être 2 personnes. On aurait vraiment retardé, la pneumonie étant une des infections les plus sévères et les plus fréquentes qui existent de par le monde. Donc, quand on regarde ça, cette idée d'individualisation est là. Donc, des études qui ont été faites en population générale, mais aussi des études qui avaient été faites dans la population plus âgée. On y reviendra si vous voulez. Autour de ça, autour de la procalcitonine, on s'est aperçu qu'on avait fait quand même pas mal d'enseignements, on va dire, ou en tous les cas de mise en avant d'éléments, je dirais, d'éléments cognitifs, voilà. Et particulièrement chez le sujet âgé, à la fois au JA, aux Journées nationales d'infectiologie, au Congrès européen d'infectiologie et de gériatrie aussi, avec quelque chose qui était assez étonnant, c'est qu'on s'apercevait, quand on posait la question un petit peu à la volée, une limite de l'utilisation des algorithmes qui sont proposés. Alors déjà, je dis un gros mot parce qu'on va le voir, algorithme, c'est pas clair pour tout le monde. Et puis peu de données en vie réelle aussi. Donc, est née l'idée de se dire, mais en fait, ce qui va nous intéresser là maintenant, puisque nous, on croit assez fort à l'intérêt, ne veut pas dire à l'utilisation systématique, à l'intérêt, à une place particulière de ce biomarqueur dans la vie quotidienne. Et donc l'idée, ça a été de dire, qu'en est-il chez nos collègues, alors de la SFGG, mais aussi des collègues infectiologues via le groupe Ginger, je vais en reparler. Donc l'idée, c'est de dire, est-ce que c'est utilisé, quand, comment, sur le type de connaissances, d'acquisition de connaissances autour de la procalcitonine chez le sujet âgé, les moyens qui ont été utilisés par chacun, les indications, si on l'utilisait, les indications. Si on ne l'utilisait pas, est-ce qu'on pensait qu'il pouvait y avoir un intérêt en fonction des situations cliniques et des infections. Et puis finalement, on demandait aux gens quels étaient leurs attendus vis-à-vis de ça au total. Alors, donc c'est une enquête descriptive, de pratique, donc avec des éléments démographiques, on va dire de connaissances, d'origine de connaissances, souhait de connaissances, utilisation, non-utilisation. Comment on a défini les utilisateurs? On n'a pour l'instant pas comparé à dessein, je vous dirai pourquoi. Donc, soit on l'utilisait quotidiennement, souvent ou régulièrement. On a estimé que les gens qui avaient à peu près plus de 5 ans d'expérience, en l'utilisant régulièrement, avaient, je dirais, un certain type de connaissances et on pouvait les classer dans les utilisateurs. Et puis les non-utilisateurs, c'était rarement, moins d'une fois par mois, ou alors jamais. Je pense que quand les dents ils disent jamais, c'est qu'ils l'ont utilisé quelques fois dans leur vie, et voire ils ne l'utilisent pas du tout. Le questionnaire était divisé en un tronc commun pour savoir si on a été utilisateur et non utilisateur, et à partir du moment où on était dans un groupe ou dans un autre, les questions étaient un tout petit peu différentes ou présentées différemment.
Ça a été passé par mailing list, donc il y avait 1600 praticiens qui allaient être interviewés, et l'objectif cible, c'était 200 réponses, avoir à peu près 15%, voilà. Même si on sait qu'il y a des biais de... Voilà, c'est l'idée d'avoir un échantillon qui soit un tout petit peu représentatif. L'analyse, elle était plutôt descriptive pour l'instant, et puis faite par l'équipe recherche de Grenoble dont j'ai parlé, comparative, et depuis la durée, ça a été à peu près 1 mois et demi. Alors, voilà les résultats. Alors, finalement, plus de réponses qu'attendu. On va dire, voilà, c'est donné un délai, puis on a dit, ah, il en manque un petit peu. Et puis, en une semaine après, on avait 270 réponses. Donc, 270 réponses, des utilisateurs. Alors, des gens qui sont classés utilisateurs, on voit donc déjà une première information, c'est un tiers qui se déclare utilisateur. C'est très intéressant parce qu'en effet, on a des gens là, à voir les non-utilisateurs. Pourquoi on ne l'utiliserait pas ou vice-versa. Et puis à l'intérieur des utilisateurs, vous allez voir que c'est aussi intéressant. Alors quand on regarde les origines, on a des départements de partout, globalement. Hein, les gens, ils sont géographiquement d'un peu partout. Mais il y a quand même 6 départements où c'est un petit peu plus. Alors je dois influencer un petit peu, puisque moi j'habite dans le 38. Voilà, et puis le 69, on va dire. Et le 75, il y a toujours beaucoup de monde à Paris, donc ça, c'est normal. Mais on voit en effet qu'il y a quelques endroits un petit peu plus fréquentés en tous les cas en termes de réponses. Il y avait des DES en formation quand même qui étaient là, et puis il y avait essentiellement des gériatres, on va dire, et quelques infectiologues. Vous voyez que l'âge est à peu près réparti. On a majoritairement des gens qui ont plus de 10 ans d'expérience quand même, donc ce qui est pour moi important par rapport à la classification qu'on avait décidée. Alors, allons voir les utilisateurs. Alors, quand on regarde les utilisateurs, en fait, vous voyez qu'il y a une partie vraiment congrue qui l'utilise quotidiennement. Une fois par semaine, ça commence à être important, et vous voyez que régulièrement. Alors, c'est important ce que je vous dis là, parce que vous allez voir les résultats d'après. Le régulièrement, ça veut dire que ouais, je l'utilise quoi, une fois par mois, ou voilà. Donc globalement c'est moins de 6-7 fois par mois quoi, hein, si on regarde. Donc ça va résonner tout à l'heure sur les résultats de pourquoi et comment on l'utilise. Donc la plupart des gens, l'origine, alors vous allez voir, c'est marrant parce que c'est 0 de la faculté, mais globalement, quand vous regardez, c'est un petit peu en formation continue, un petit peu par les articles, formation initiale, il y en a qui disent quand même un petit peu, mais on voit bien que globalement, on a une formation qui est pas très structurée autour du thème. Donc c'est dire, peut-être, hein, premier renseignement, peut-être qu'il faut la structurer. Et là, on est chez les gens qui l'utilisent. Donc, vous allez comprendre un petit peu pourquoi. La connaissance de la PCT, pour vous, hein, est-ce que, vous voyez ces chiffres-là, finalement, vous avez 68% des gens, quand on leur demande comment vous allez l'utiliser, vous l'utilisez plutôt dans des situations interventionnelles, observationnelles, etc. Donc je mets l'exemple là, mais en fait 68% d'utilisateurs, c'est pas clair. C'est pas clair. C'est de quelle façon on va les utiliser, ce que c'est qu'une étude interventionnelle ou pas, c'est pas clair. Mieux que ça, c'est que ils n'utilisent pas d'algorithme spécifique. Donc, ça veut dire globalement, que je pense que ça doit faire comme moi quand j'ai un résultat d'un biomarqueur que je ne connais pas bien, je regarde la normale et la pas normale, puis si c'est pas normal bas, je dis oh, c'est bas, et quand c'est haut, je dis oh, c'est haut, et puis après, j'appelle le joker ou un copain, vous voyez, quand c'est la situation difficile, sinon on l'interprète un petit peu comme on a envie. Donc, un enseignement fort, je trouve, pour l'instant, c'est que les utilisateurs, en fait, ils connaissent peut-être pas si bien que ça la procalcitonine. Et moi, ça me fait penser, excusez-moi, j'espère qu'il n'y a pas d'urgentiste ici, mais ça me fait penser aux urgentistes actuels, jeunes urgentistes, qui font des diagnostics de pneumonie, alors que une fois sur deux, le diagnostic de pneumonie, quand ils arrivent dans les unités, il est infirmé.
Et ça veut dire que quand vous ne voyez pas ça, pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous faites des faux diagnostics et vous vous entraînez à faire des faux diagnostics. Ben là, la mauvaise utilisation de la PCT peut faire qu'autour, les gens qui disent ben lui, il utilise la PCT, mais on voit bien que ça ne marche pas, que ce n'est pas très intéressant. C'est pareil, c'est de donner une culture qui n'est peut-être pas adaptée. Donc les situations, vous voyez, pour le diagnostic, ça peut aider à 85%. Donc dans la tête des gens, ça pourrait être clair. Pour le pronostic, et on verra un peu comment, et finalement, on dit bien, il y a très peu de gens qui pensent que ça fait le diagnostic. Ça, mais il y en a quand même 13% qui ont dit oui. Je suis content qu'un biomarqueur ne fait pas de diagnostic. Sinon, on n'a plus besoin de réfléchir, ce qui est dommage en médecine. Bien que. Mais pour aider, je trouve ça intéressant, ça veut dire qu'il y a une vraie, on dit place, room for improvement en anglais, donc on a vraiment un endroit où on peut s'améliorer. La durée de l'antibiothérapie est en dernier. Et vous verrez que c'est marrant parce que moi, c'est peut-être l'endroit où c'est effectivement le plus clair. Et puis là, je vais vous les mettre juste après. Oui. Je suis sur une chose, je suis désolée, c'est pour nos auditeurs en ligne, hein, parce que je n'ai pas communiqué avec eux, c'est pas bien. Donc je voulais vous dire que si vous aviez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les poser, je les lirai, c'est promis, à Gaëtan en fin de présentation. Voilà, okay. Je suis désolée de t'avoir interrompu. Non, il n'y a pas de problème. Donc dans quels... Et là, c'était assez intéressant, parce qu'il y avait des données un peu disparates sur le type d'infection. Et là, quand on dit là où vous l'utiliserez le plus, eh bien, il y a quand même que 20% des gens qui disent des infections pulmonaires, alors que le maximum de données est autour des infections pulmonaires. Et puis, on a 50% qui disent 46%. Bah, je ne sais pas. Enfin, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, voilà. Mais c'est surtout que, en fait, c'est pour ça qu'il y a des gens qui l'utilisent dans l'endocardite, dans les infections digestives, dans les ostéites. Il y a des endroits où la place est quand même pas évidente. Et je vous dis une fois de plus, c'est des utilisateurs. Alors, des utilisateurs, une fois de plus, réguliers. Il y a peu de gens, on va dire qu'il y a 20% de ces gens-là qui ont, je dirais pour moi, une expérience forte avec la procalcitonine. Et on n'a pas encore les résultats en dessous. Alors, les non-utilisateurs, c'est presque 180 personnes. Et donc, là-dedans, c'est des gens qui, quand même, une fois de temps en temps, ils l'utilisent. Alors, je ne sais pas, on va voir. Donc, c'est des gens qui doivent être renseignés là-dessus. Et oui, c'est intéressant parce que finalement, 91% disent « moi, j'ai besoin d'informations complémentaires ». Et puis, pour 50%, ils estiment qu'il y a un intérêt. C'est-à-dire, sans connaître, ils ont l'impression quand même qu'il peut y avoir un intérêt. Et quand on se dit « est-ce que vous avez entendu parler du dosage ?» 94% ont entendu parler de la procalcitonine. Donc, c'est un biomarqueur qui est là, qui est connu. Enfin, connu de l'existence. Hein. Et puis, est-ce que vous connaissez, si on se remet sur les utilisateurs, bon, oui, c'est un petit peu moins, mais c'est pas beaucoup moins. Hein, donc, ils classent pour 25. Je pense que ça peut avoir un intérêt dans la durée de l'antibiothérapie. Ça peut avoir un intérêt pour le diagnostic. Vous voyez, 1 personne sur 5. Et puis, il y en a quand même qui disent qu'ils ne savent pas, mais au global, c'est pas nul du tout. Et puis là, je voulais juste signaler sur la spécialité. Donc, on verra tout à l'heure, mais il y avait beaucoup d'infectiologues qui ne l'utilisent pas. Et ça, c'est un renseignement fort aussi dans la diffusion. Les non-utilisateurs. Savez-vous si... Alors, il y avait le problème de l'accès éventuellement. Et on dit, est-ce que c'est utilisé à l'hôpital, dans votre service? Alors, vous voyez que ceux qui ne l'utilisent pas, on voit bien que dans le service, il y a quelqu'un qui doit l'utiliser, mais plutôt rarement. Et donc, plus on descend. Est-ce que vous savez si c'est utilisé dans d'autres services? Autres services, 98% ne savent pas. Mais par contre, sur la réanimation et les urgences, 1/3 savent que c'est utilisé en réanimation et dans les urgences. C'est pas anodin, les questions. On forçait les gens à répondre réanimation et urgence parce que c'est des endroits où il y a des niveaux de preuve importants, et vous le verrez tout à l'heure.
les non-utilisateurs, l'origine des connaissances, on va dire, voilà, hein, globalement, 59% disent « moi, j'ai jamais lu un article dessus, j'ai jamais eu de formation continue dessus, j'ai rien eu en formation initiale », et 60% d'entre eux disent « j'en ai pas entendu parler dans les congrès ». Donc, c'est quand même assez fort. Alors, c'est le moins pire, on va dire. Parce que si vous regardez, il y en a 98% qui disent moi, personne n'a une pratique courante autour de moi. Hein, c'est un peu ça. Et puis, vous voyez, les symposiums, là où vous êtes aujourd'hui, 98% disent moi, j'ai pas eu accès à ça. L'origine principale des connaissances, c'est la formation initiale et continue, le congrès quand même. Pourquoi vous ne l'utilisez pas? Alors là, j'ai fait un résumé, mais globalement, il n'y a pas de problème d'accès. Pas de problème d'interprétation. C'est-à-dire que ce que je vous disais tout à l'heure, je reçois un bout de PCT, etc., est-ce que je vais avoir un problème d'utilisation? Et en fait, un des arguments, c'est il n'y a pas d'utilisation par les pairs, il n'y a pas de recommandation. Il n'y a pas de recommandation du tout, ni des seniors, ni des infectiologues. Et ça sort de façon majoritaire. Et vous voyez la discordance dans laquelle on peut rentrer, qu'il faut interpréter. Donc les gens disent, mais j'ai un manque de connaissances seulement pour 18% d'entre eux. Et la moitié déclare qu'il n'y a pas de données concluantes. Alors vous voyez, à peu près la moitié disent, un peu plus de la moitié disent, je connais pas par les articles. Bon, ça veut dire quand même 40% ont lu, hein, ça, puisqu'on est à peu près 60%. Et là, on a plus de la moitié quand même qui disent qu'il n'y a pas de données concluantes. Bon, savoir que ce qu'en dit les majorités sont des majorités faibles. Si je continue, les non-utilisateurs, alors là j'ai été voir, hein, 36 sur 37 infectiologues n'utilisent pas la procalcitonie. En fait, non, c'est 36 sur 38, excusez-moi. Donc il y a 2 infectiologues qui ont répondu qu'ils l'utilisaient régulièrement. Et là, quand on pose la question aux infectiologues, est-ce que la PCT peut avoir un intérêt pour éviter? 41% disent oui pour le diagnostic, vous voyez, c'est assez. Et pour stopper, la seule majorité, elle est pour stopper. Hein, peut avoir un intérêt. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'utiliser tout le temps, mais peut avoir un intérêt pour stopper une antibiothérapie. Et puis, 51% quand même disent qu'on ne l'utilise pas parce qu'il n'y a pas de données concluantes. Très peu disent qu'ils ont des problèmes de connaissances, etc. Il y en a un tiers qui disent qu'il n'y a aucune recommandation, et ça mais personne n'a de problème pour l'interpréter. Et il y a très peu d'accès difficile à. Donc, on s'aperçoit là du côté des infectiologues aussi tout ça. Finalement, l'idée c'était aussi de dire est-ce qu'on va avoir besoin de structurer quelque chose? C'était un petit peu l'enquête de pratique qui visait à faire est-ce que les gens sont bien structurés dans leur apprentissage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui reste à faire? Et donc, après, de quelle modalité on peut imaginer demain pour avoir un intérêt autour de la connaissance de ce biomarqueur? Tout le monde n'est pas clair. Hein. Il y a 40% des gens qui ne savent pas trop se déterminer, qui n'ont rien dit, mais à la fin, on a presque 80% des utilisateurs et des non-utilisateurs qui disent je voudrais bien avoir des informations complémentaires. Donc ça, c'est intéressant. Et de façon étonnante pour moi, c'est le webinaire et les présentations en congrès qui sortent le plus, mais de façon assez importante. J'aurais pu penser, parce qu'on fait un peu de e-learning, il y a des vidéos, etc. Et donc j'aurais pu penser que la présentation publique ou dans le webinaire en distanciel, c'est à un moment donné précis, ça dure 1 heure, 1 heure et demie, c'est moins facile à faire que par exemple des podcasts et d'avoir à disponibilité des podcasts, etc. Donc c'est une modalité qu'on est en train d'essayer nous à plein d'endroits. Pour les plus jeunes DES là qui arrivent, ils vont avoir plein de podcasts dans très peu de temps sur toutes les thématiques gériatriques. Donc finalement une espèce de surprise. Donc finalement quand on fait le tri de tout ça, on a un échantillon qui est bien sûr non représentatif des gériatres français, un petit peu plus peut-être de certaines catégories au sein du Ginger, mais non représentatif bien sûr des infectiologues.
Quasi tout le monde a entendu parler, mais c'est très variable, c'est très faible, avec un tout petit bémol aussi à l'enquête, c'est que c'est déclaratif, mais c'est très variable et très faible le niveau de connaissance pour les non-utilisateurs, on va y revenir. Mais là aussi c'est intéressant, c'est que c'est aussi très variable aussi pour les utilisateurs, avec, je dirais, majoritairement l'idée que c'est un élément de gravité. Le seuil et les algorithmes ne semblent pas être connus. Alors que la majorité des études sur la procalcitonin partent avec l'idée d'algorithmes qui sont présents, que vous pouvez avoir dans la poche, etc. L'origine des connaissances, donc très peu en formation initiale, utilisation dans les autres services est le mode, on va dire, d'intérêt. Et puis, il y a toujours cette modalité, cette volonté de formation continue avec, pour conclure, on va dire, la nécessité de faire des biomarqueurs. Conclusion globale, intérêt sur la thématique, volonté de se former, population qui ressentent la place du biomarqueur, mais vraiment nécessité d'évoluer dans ces pratiques, connaissances très hétérogènes, pas de formation, semble-t-il, volonté de formation. Alors, je dirais maintenant, voilà, est-ce qu'il y en a? Alors maintenant, on va pouvoir dire il y a des recommandations. Et il y a des recommandations, par exemple, donc le groupe européen donc de l'ECMID qui travaille sur l'antibiotic stewardship, c'est-à-dire que la lutte contre l'antibiorésistance, au global, l'accompagnement, le conseil au bon usage de l'antibiothérapie, qui a été aussi organisé avec l'Association européenne des pharmaciens hospitaliers et donc qui publie, c'est sous presse actuellement, des recommandations sur l'utilisation aux urgences de la procalcitonine quand on a envie, pour aider, alors to guide, c'est pour aider, une fois de plus, donc les 85% avaient raison, à l'initiation de l'antibiothérapie quand on a une infection respiratoire supposée. Ils le disent aussi pour les gens qui ont des exacerbations d'asthme, mais ils le vont, on sort un petit peu de notre champ à nous, et des exacerbations de BPCO. Et avec tout ça, on a des recommandations positives. Mais on a aussi des recommandations négatives, c'est-à-dire, en fait, si les gens arrivent, ils ont une pathologie cardiaque et ils ont une dyspnée, ce n'est pas l'examen à faire en premier. D'accord ? Même si la recommandation est là aussi, je dirais, avec un niveau d'évidence faible, ils disent qu'il ne faut pas l'utiliser sur la base de la conduite à tenir devant une fièvre. Donc, même si là aussi il y a peu d'études, et donc ils disent very low niveau d'évidence, un très faible niveau d'évidence. Mais par contre, ils disent, ils sont aussi très opposés, et donc c'est l'inverse de la procalcitonine, à guider les antibiotiques dans la suspicion d'infection respiratoire. La première chose qu'on utilise aux urgences, c'est la CRP. Donc, la question maintenant, ça va être de voir comment on peut la placer, et il va falloir vraiment structurer les choses. Dernier élément intéressant, c'était de vous montrer en fait que, à la fois pour le diagnostic et l'antibiothérapie, et franchement pour le diagnostic, je pense qu'il faut qu'on en parle, on a des algorithmes. Et il y a quelques années, c'était il y a 2 ans, et puis publié l'année dernière avec le groupe avec Marco Falcone et le groupe infectieux gériatrique de l'ECMID. On a travaillé sur et aussi le groupe maladies graves, donc des sepsis graves, bref, plusieurs groupes de l'EUGMS et de l'ECMID pour essayer de déterminer des algorithmes qui seraient bien pour le sujet âgé. Et bien là, on a classé donc dans l'infection principalement modérée, on va dire mild to moderate, c'est des suspicions d'infection sans aucun critère de gravité. Et bien là, on peut utiliser, il est recommandé d'utiliser la PCT. Et si, vous voyez, et là moi je suis tout à fait prêt à discuter sur cet algorithme, sur le plan diagnostique, mais c'est surtout d'éviter de... Parce qu'on aura toujours une bonne
raison de mettre un antibiotique. Mais comment la PCT peut aider à ne pas mettre? C'est ça qui est intéressant. Et effectivement, c'est à la fois un marqueur qui est plus spécifique des infections, qui permet en partie d'évaluer la gravité, mais pas sous toutes ses formes. Hein. C'est comme si vous disiez la gravité, elle est seulement neurologique, ou seulement respiratoire, ou seulement hémodynamique. Ben non, il n'y a pas que la tension qui compte. Il y a aussi la fréquence respiratoire. Et puis, il y a aussi la confusion ou pas la confusion. Là, c'est un petit peu la même chose. Elle explore une partie, et donc il faut toujours avoir en tête que ce n'est qu'un addendum à vos faisceaux d'arguments. Et le fait qu'elle soit négative a plus d'intérêt que le fait qu'elle soit positive. Parce qu'on a des très bonnes valeurs prédictives négatives dans tout ce qu'on voit, même dans les bactériémies du sujet âgé, comme on l'a montré. Et puis, vous le voyez au milieu, on peut refaire éventuellement la PCT, et on peut la refaire avec ces mêmes seuils. Donc on est à 0,25 et ce 0,25. Quand on passe sur de la maladie plus grave, on est sur le 0,5. Et donc en dessous de 0,5, on aurait tendance à dire on peut, si on a un diagnostic alterne, on peut ne pas mettre d'antibiotiques. Si on n'a pas de diagnostic alterne, peut-être qu'il faudra mettre des antibiotiques. Quoi qu'il arrive, on suit la procalcitonine, ou alors, si on ne l'a pas faite, on peut la faire. Alors, on a l'habitude de dire, nous, pour les vieux, dans une maladie, on va dire modérée, J3, J4, ou J4, J5 quand on a eu une maladie grave. Et si la PCT a diminué de plus de 80% pour ceux qui l'avaient dosé au départ, on peut arrêter. Et si elle est en dessous de 0,5 dans les maladies graves ou 0,25 dans les maladies modérées, on peut arrêter l'antibiothérapie. Et donc, vous voyez, alors pourquoi on a dit J3, J4 ou J5? C'est que on a fait un essai randomisé il y a quelques années, qu'il y a près de 8000 vieux qui ont été intégrés dans les différents essais et qu'on est à peu près sur ces niveaux-là de durée d'antibiothérapie avec des durées d'antibiothérapie qui peuvent s'individualiser entre le J3, le J4, le J5, le J6. Et après, normalement, on n'a plus besoin. Mais si, en fait, il y a des gens, comme je disais tout à l'heure, qui ont certainement besoin de plus. Et d'autres qui ont besoin de beaucoup moins. Et quand on regarde dans les études, on s'aperçoit quand même la majorité des gens ont besoin de traitements plus courts. C'est ce qui a permis de déterminer un petit peu ces dates à laquelle on referait ou on ferait une procalcitonine. Et je pourrais vous dire comment moi je l'utilise. Je vous remercie pour votre attention et puis on va. Ça c'est juste pour dire que en fait ça peut être dur, ça peut être difficile le diagnostic, ça peut être difficile le chemin pour arriver aux bonnes pratiques et des fois c'est tumultueux en effet et il y a plusieurs vagues. Merci de votre attention. Bon, ce sont de beaux paysages quand même. Merci beaucoup Gaëtan. On a un temps de discussion. Je pense qu'on peut peut-être le bâtir en 3 temps parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. La première, pour ceux qui ont participé à l'étude, est-ce que ces résultats vous surprennent? Et pour ceux qui n'y ont pas participé, qu'est-ce qui vous apporte? Moi, j'aimerais bien avoir votre retour. On peut être étonné, surpris, pas du tout, c'est normal. Enfin, vous avez le droit de donner un avis. Je vais peut-être commencer par ça. Après, on parlera un petit peu de ce qui existe déjà, ce qui vient de nous être dit. On terminera ensuite sur finalement comment communiquer sur ce sujet que tout le monde pense connaître, mais que finalement on n'utilise pas vraiment, tout en disant je ne connais pas vraiment. Enfin, moi, c'est un peu le résumé de la situation. Alors peut-être pour vous, dans la fameuse enquête, qu'est-ce qui vous a marqué? Moi, j'ai 2-3 choses, mais c'est moi, donc moi j'attendrai de vous plutôt. Rien de. Alors moi, j'ai partager ceux qui ont participé. Est-ce que oui, vas-y. Alors. Le micro arrive, donc on va les faire. Je propose que juste vous disiez qui vous êtes, parce que comme ça, tout le monde sait qui vous êtes. Et puis, voilà, le débat est ouvert. Bonjour, Bastien Poisson, je suis gériatre à Besançon. J'ai répondu à l'enquête. Je pense que je suis dans le côté utilisateur, mais pas très fréquent. Et ça me rassure un peu finalement, parce que je retrouve à peu près mes réponses, avec pas d'informations dans ma formation initiale, des retours plutôt des collègues, un constat un peu clinique de on l'a fait, on l'a fait pas, on la voit doser, qu'est-ce qu'on en fait derrière.
Et j'étais vraiment là-dedans. Je la fais de temps en temps, puis des fois je la vois, puis je regarde la norme du labo, ben oui, c'est trop haut. Bon. Qu'est-ce que j'en fais derrière? Et j'avais cette info qu'on pouvait jouer sur la durée des antibiotiques, mais pas de notion de seuil en tête. Donc là, je suis bien content de reprendre l'algorithme qui date déjà de l'an dernier, hein, et de retourner dans ma petite région pour représenter l'algorithme et puis dire, on va essayer de faire mieux par la suite. Voilà. Donc moi, je ne suis pas trop surpris puisque c'est à peu près les mêmes réponses que ce que j'avais. Je suis presque rassuré, même si je vois qu'on a tous une marge de progression à faire. Et merci pour nous avoir à nouveau présenté ça. Merci beaucoup. Non, très intéressant. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent moins, on va dire? Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de se dire que... Moi, je suis médecin gériatre sur le CH de Vannes. Alors, je suis surprise parce que je fais partie des anciens PH et les jeunes PH ne connaissent pas. Et ça me surprend parce que c'est plutôt moi qui leur explique. En fait, ils se disent, pourquoi tu prescris la procalcitonin? Donc là, je suis un peu je n'ai pas rempli cette enquête, je n'étais pas destinatrice, mais je suis surprise qu'en fait, les jeunes praticiens hospitaliers ne la prescrivent pas. Et la deuxième chose, c'est que je suis contente d'être venue parce que je la prescrivais surtout par rapport à la gravité. Mais ça, je pense que vous l'avez vu, les anciens PH, c'est un peu comme ça que... Et là, le fait de la prescrire au départ, c'est quelque chose qui m'intéresse fortement. D'accord, on pourra revenir dessus. C'est très intéressant ce que vous dites. Et alors, concernant les jeunes PH, ça interpelle parce que moi, une des choses qui m'a interpellée, c'est que l'université n'apporte aucune information sur le sujet. Pourtant, il y a 6 ans d'études pour être médecin, plus la spécialité. Enfin, je dis ça tout simplement. Donc, on se demande pourquoi, où est le lézard et est-ce que finalement, elle n'est pas partout et donc nulle part. Ce qui arrive parfois sur certains sujets, certains marqueurs, tout le monde en parle, donc personne n'en parle. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire au sein de l'université, mais vous le soulevez très bien, la pratique est importante. Et donc, c'est là où après, on peut peut-être construire. Peut-être que c'est après qu'il est important d'en reparler vraiment, parce qu'il y a des mentalités qui évoluent. Moi, dans mon hôpital, à une époque, c'était « attention, ça coûte cher ». C'est la seule chose que j'entendais dans mon service. Donc, à partir de là, ce n'est pas très engageant. Donc, il faut derrière apporter du contenu, ne pas forcément faire tout le temps pour n'importe quoi, on ne sait pas, mais peut-être à l'inverse, savoir mieux doser et la doser lorsqu'il y a besoin. Mais il y a une information aussi, c'est au niveau financier, qu'il faut peut-être de temps en temps recadrer par rapport à l'utilité d'un biomarqueur. Voilà. C'était un peu j'étais surprise de ça. D'autres questions sur la... Peut-être juste rajouter quelque chose sur l'histoire de l'initiale. En fait, j'ai la chance d'être vieux, on va dire, ou suffisamment en tous les cas, pour avoir connu aussi l'arrivée de la CRP. L'arrivée de la CRP par rapport à la VS, que peut-être des gens connaissent même plus. On voit même plus comment ça se faisait. Pourtant, c'était super intéressant. On prenait une goutte de sang, puis on voyait à la vitesse à laquelle... Voilà, et puis, jeune interne, on allait regarder ça parce que, putain, ça se trouve, j'ai un Horton devant moi, quoi, vous voyez. Bon, la CRP, elle a un avantage fabuleux. C'est qu'elle est très souvent élevée. Et donc, tous les gens ont vu que c'était quelque chose qui servait. Et le seul truc que j'ai appris avec la CRP, c'est, en fait, ça sert à quelque chose. Ça sert à quelque chose. Il se passe quelque chose chez ce monsieur. On a plein de maladies où il n'y a pas de CRP aussi. Mais quand il y a la CRP, on sait qu'il se passe quelque chose. Et moi, en tant qu'interne, je dis, c'est bien. Même discours. C'était, ouais, mais ça coûte cher par rapport à la VS. Mais comme ça a été très souvent aux urgences et même dans les services, on avait des gens qui avaient des CRP positives, beaucoup de maladies inflammatoires au sens très large, infectieux, etc., cancer. Dès qu'il se passe quelque chose, vous êtes dans le post-traumatique en orthogériatrie. Moi, j'ai des CRP à 250 juste le lendemain de la fracture. Et puis, si on attend un petit peu trop longtemps, ils ont effectivement encore... Donc, il se passe quelque chose et c'est, je pense, pour ça que ça s'est implémenté. Pourquoi ça ne s'est pas implémenté? C'est que ça a été implémenté, excusez-moi pour le laboratoire, ça a été implémenté n'importe comment au début des années 2000. C'est pour ça que moi j'ai commencé à faire des études. J'ai dit, c'est intéressant. Moi j'étais dans l'infection gériatrique, je débarraquais là-dedans et je voyais que les mecs ils faisaient des septicémies, ils faisaient des chocs, ils n'avaient pas de fièvre, rien. C'est quoi ce bordel? Il faut qu'on arrive à trouver des trucs. Et donc il y avait ça qui était sorti dans les années 90. On a commencé à faire ces études. J'étais assez déçu au départ. Mais comme ça a été utilisé n'importe comment et qu'il y avait un coût, à un moment donné, les gens ils ont dit stop. Et donc, en formation initiale, c'est très simple.
on dit ça ne sert à rien. Il ne faut surtout pas l'utiliser. Et donc, une fois qu'on a fait ça, puis 5 ans après, vous connaissez à peine le nom. Vous connaissez le nom et vous dites oui, j'ai entendu parler. J'ai entendu parler, mais voilà. Donc il y a une histoire historique aussi autour de ça. Et vous êtes certainement à un moment entre les années 2005 et 2010-2015 où il y a eu une rationalisation, et non un rationnement, une rationalisation de l'utilisation. Et sont sorties des études beaucoup plus spécifiques, etc. Et dans plein d'infections, ça n'a pas d'intérêt d'ailleurs. On va peut-être passer à la deuxième partie parce que le temps court finalement vite. Pardon, vas-y. Merci. Benjamin Festou, je suis chef de clinique à Limoges. Moi, j'aurais pas tout à fait le même discours. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'internes qui l'utilisent, mais un peu de manière automatique. Et effectivement, ils savent pas quoi en faire. Je pense que c'est un peu notre travail, nous, de les sensibiliser à ça. Bon, je ne vais pas revenir sur les urgences, mais effectivement, je trouve que c'est un peu compliqué. Je trouve qu'on le voit aussi beaucoup en médecine de ville, de plus en plus. Et finalement, ils ne savent pas très bien comment l'interpréter. Et j'ai pas tout à fait la même observation. Je trouve que les très jeunes l'utilisent énormément. Enfin, chez nous, peut-être que c'est très limougeot, on est un peu particulier. Mais je pense qu'il y a un gros travail de com à faire dessus. Oui. Et je suis assez étonné que les gens effectivement disent on en a entendu parler, il y a de la méconnaissance, mais on s'est quand même un peu renseigné. Donc je ne sais pas s'ils n'ont pas un peu mélangé aussi les propositions, ils n'ont pas tout à fait compris ce qui était attendu derrière dans l'enquête. Mais je pense qu'il y a un gros travail à faire sur... C'est super parce que ça me donne la main sur la question suivante. C'est qu'en fait, il n'y avait pas d'idée préconçue derrière. On voulait que ce soit le plus neutre possible. Donc pour ceux qui ont répondu, vous nous direz si on a réussi à être le plus neutre possible. Cela dit, dans ce que vous dites, le côté intéressant, c'est que finalement, tout le monde a besoin de savoir s'il y a des recos, des algorithmes, et on se rend compte qu'elles existent, mais que les gens ne connaissent pas. Et vous étiez content, j'ai vu la salle, vous étiez super content de voir ce qu'il y avait là. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui existent et on ne le sait pas. Alors déjà sur ce qui existe, est-ce qu'il y a des commentaires peut-être de votre part? Et merci Gaëtan de nous avoir montré ce qui est une base de ce que les experts dont tu fais partie pensent que tout le monde connaît. Et en fait, il s'avère que pas vraiment. Enfin, vous voyez, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez des remarques un peu sur ce que vous avez vu. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous pensez que vous allez rentrer avec des infos? Comment les diffuser? C'est ça, en fait. Et comment vous allez pouvoir améliorer la pertinence d'utilisation? C'est un peu ça l'idée. Pour compléter la structuration, en fait, de tout ça, c'est derrière de se dire, si je fais quelque chose, c'est donc une enquête de pratique. Et donc, comme toute enquête de pratique, derrière, c'est de dire, voilà, c'est bien, continuons à ce que c'est bien, c'est très bien, c'est parfait. C'est moyen, à quel endroit on peut changer des choses. Et le sentiment qu'on avait, c'est qu'en effet, moi c'était mon sentiment, c'est qu'il y a des gens qui savent l'utiliser, qui sont très très bien renseignés, partie congrue, 4%, et puis une grosse masse de gens qui l'utilisent dans des façons et sans aucune stratégie d'implémentation. Et donc l'idée, c'est rationaliser, ce qui a déjà été fait à plein d'endroits dans le monde, c'est de rationaliser dans son quotidien à soi. Et dire, moi si je veux, effectivement, c'est peut-être bien, c'est peut-être pas bien, mais enfin, il y a des gens qui disent que c'est pas mal. Finalement, on va essayer de rationaliser son utilisation dans mon unité. Et je vais me renseigner pour telle chose ou telle chose et telle chose. Donc, dans des côtés derrière qu'on pourra imaginer, ce sera en effet de faire des formations structurantes là-dessus. C'est ma troisième question, mais on peut y aller. Voilà, si vous êtes partant, on va dire, et puis on reverra. C'est comment implémenter en fait et comment l'évaluer au quotidien, sa place pour que ça devienne un outil en fait, un outil à la fois d'aide. Alors, je ne peux pas présenter. Hier, j'ai des collègues de pharmacie clinique qui ont fait une communication autour de l'usage des antibiotiques dans notre unité, enfin dans nos 2 unités, où on a une espèce de surveillance de l'antibiothérapie, des durées, etc. Et on est, au cours du semestre, c'est toujours marrant, c'est que les gens, on est là au mois de novembre, et là les résultats sont un petit peu moyens. Et puis on a des specs sur 1 an et demi, 2 ans. Chaque semestre, en fait, la vitesse à laquelle les gens acquièrent les bons réflexes autour de l'usage des antibiotiques, et dedans il y a la PCT. Et dedans, il y a la PCT qui fait que on a plus de 50% des gens qui ont des pneumonies franches lobaires aiguës, comme vous voulez, qui ont moins de 5 jours d'antibiothérapie.
Alors, moi, la question, c'est par rapport à ce que tu disais, c'est que tout le monde souhaite des informations complémentaires. Enfin, non, c'est pas tout le monde, c'est 3/4. Qui ici pense que c'est quelque chose qui est important pour lui ou pour son équipe? Si vous voulez bien lever la main. Après, c'est comment? Alors, Continue. on est obligé. Je ne suis pas dans une équipe du tout qui prescrit la PCT. Par contre, je travaille avec le président de la SPIF qui est pro tout arrêter comme antibiotiques parce que je suis gériatre en infectiologie. Et donc, en fait, moi, j'ai appris à arrêter les antibiotiques très tôt, mais sans aide par des marqueurs. Donc, je suis très rassurée d'arrêter une pneumopathie Franche-Lebert aiguë à 5 jours, s'il va très bien, voire même à 3. J'appréhende pas ça particulièrement. Mais à mon avis, le seul moyen, c'est d'utiliser la PCT, c'est de faire une PCT au début, de PCT à 48 heures et de tester. Enfin, on voit bien qu'au fur et à mesure de notre pratique, la CRP, on l'affine. On n'est pas paniqué de voir une CRP élevée quand ils ont un fécalome. On n'est pas... Et j'entends une experte, je vais faire la naïve. Là, j'entends une experte qui maîtrise parfaitement, c'est dans les 4%, je pense, hein, et qui... Non, j'utilise pas du tout la... Moi, j'utilise pas du tout la PCT. Mais enfin, qui est une experte. C'est donc qui a un sens clinique développé. Je pense qu'il faut se mettre à la place, c'était la cible aussi de cette enquête. Il y a des gens qui travaillent dans des services de gériatrie, sans infectieux autour, hein, un peu seuls, qui travaillent dans des services de médecine polyvalente à orientation gériatrique, background très différent, enfin c'est ça qu'il faut voir, hein. Et donc qui n'ont pas cette expérience clinique que vous exprimez très bien et qui finalement, et je l'ai entendu un peu tout à l'heure, font des marqueurs en se disant, on m'a demandé de le faire, je le fais, mais c'est pas pour autant que je vais savoir quoi en faire. Et du coup, finalement, c'est peut-être bien pour dire on l'a fait, mais pour faire quoi? Vous l'utilisez pas, vous savez pourquoi. C'est ça ce que j'essaye de dire. Après, j'ai fait 10 ans dans un tout petit hôpital en service de soins, enfin en gériatrie, donc je sais ce qu'est ce travail-là. Mais je pense que le seul moyen d'arriver à l'interpréter, c'est de le faire, c'est de se forcer à le faire. Dire, en fait, pendant un mois, sur toutes mes pneumopathies qui ressemblent à des compensations cardiaques, mais qu'on ne sait pas, en fait, au bout de 3 jours, ils vont très bien. Ou ils vont mieux parce qu'ils ont eu l'azilix, on ne sait pas si c'est l'azilix, l'augmentin ou je ne sais pas, mais de l'avoir testé et de regarder ce qui se passe sur cette PCT du début et à 72 heures. Je ne connais pas le... Voilà, si je peux compléter, 72 heures. En fait, là, il y a un aspect qui est très important, qui a été souligné par Sylvie, qui est l'expérience clinique. Je n'ai pas vu encore, dans aucun des dossiers que je suis, et pourtant que je force, et je vais en infectieux et ce n'est pas noté, je vais dans tous les services, ce n'est pas noté, c'est l'ensemble des critères de J0 qui nous permet de faire le diagnostic et qu'on va réévaluer à J2, à J3, à J4, à J5. Et c'est comme ça qu'on doit travailler pour l'insuffisance cardiaque. Pour toute la médecine, ça doit être comme ça. Et quand on a... Et effectivement, on a une partie congrue de nos patients qui présentent des pneumonies ou des infections X ou Y, parce que c'est valable aussi pour l'infection urinaire, ça marche, mais qui ont des décompensations cardiaques. C'est beaucoup plus difficile d'avoir un pouls qui soit vraiment diminué. Il y a un essai randomisé là, qui arrive avec, je dirais, l'évolution clinique. Et donc l'évolution clinique, c'est hyper important et ça suffit, je pense, en vrai, sur 80% des situations. Ou voire 70. Je dirais que moi, je le sais. Je suis très tranquille avec moi-même. C'est pas du tout du manque d'humilité, mais on a l'habitude. On a une minute pour conclure. Parce que après j'ai une dernière question. Voilà. Il y a cet aspect-là où il faut absolument, je dirais, mettre en perspective et avoir ces évolutions. Mais la majorité des gens n'ont pas ce temps, ils ne sont pas formés à ça. Ce qu'on fait en infectiologie, ce que je fais moi quand je vois un patient. Et si vous n'avez pas le temps, la PCT fait ça. Et elle fait la différence entre la dyspnée qui est restante de l'insuffisance cardiaque vis-à-vis de la relation hôte pathogène, puisque finalement c'est la relation hôte pathogène. Excuse-moi. Alors c'est la question de conclusion, mais qui je pense est importante pour tous. Si tu veux bien, Gaëtan, montrer les modalités de formation dont on voit que les gens ont vraiment envie pour pouvoir mieux se sentir plus à l'aise sur l'utilisation ou pas. J'ai bien entendu les messages.
D'après vous, est-ce que le webinar est pour vous la solution idéale? Qui dit oui? Enfin, vous voyez, ce n'est pas les chiffres, hein, on va les reprendre. Qui pense que c'est la solution? Parce qu'il faut qu'on voit comment avancer après, suite à cette enquête. Nous, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Alors, Oui. levez bien haut, là, parce que je ne vois pas très bien. Ouais, c'est quand même la modalité. Qui pense qu'une présentation en congrès qui pourrait être régulière pourrait être également une solution? Donc les deux vont bien, c'est ça? Si... En fait, D'accord. vous pensez que c'est complémentaire? C'est juste c'est intéressant en termes de modalité, Ouais, en c'est fait. ça. Hein. Vous... Ouais. 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 Ok. Oui, madame, monsieur? Vous avez des micros? Vous Parce avez des qu'il micros, s'il vous plaît? y a des personnes là-bas. Voilà. Et après, on va laisser monsieur, parce qu'on a dit midi et demi, donc il faut qu'on libère la salle à 12h30. Comment il est vous 29. expliquez que les infectiologues ne soient pas impliqués plus? Parce que ça nous aiderait dans En nos fait, hôpitaux. Je sais, c'est ce qui a été dit. Et moi, je suis infectiologue, donc je discute avec mes collègues. C'est qu'ils disent que les paramètres cliniques suffisent. Et moi, ce que je leur dis, je dis, bah oui, mais vous avez le temps de les prendre, les paramètres cliniques. Et puis, vous avez l'expérience de l'infectiologie parce que vous voyez des infections tous les jours. Je dis, par contre, vous êtes très embêtés quand les gens ils sont confus. Vous ne savez pas faire. Et moi, je vous dis, c'est assez simple. Il suffit de faire la CAM. Vous suivez la CAM et c'est là. Et là, ils sont perdus. J'essaie d'expliquer que leur spécificité de vision, de relation aux pathogènes, ils la connaissent bien parce qu'ils l'ont ancrée dans leur pratique. Mais que quand on veut faire du bon usage, et qu'on dit ça à des gens qui ne voient qu'une infection tous les 10 malades, il va falloir qu'ils prennent 50 ans pour avoir la même expérience qu'un infectiologue qui en aura 10. Vous voyez la problématique. Et donc dire, est-ce qu'une des stratégies pour améliorer le bon usage, parce que moi c'est en fait ça qui m'intéresse, c'est éviter 50% des antibiothérapies dans l'infection urinaire. C'est éviter qu'il y ait des gens qui aient 7 jours, 8 jours, 10 jours, 12 jours d'antibiothérapie qui ne sert à rien. Et moi, je dirais, c'est la PCT à tout le monde, tout le temps, tous les 3 jours, sans savoir quoi en faire. Enfin, je le dis aussi avec mon regard de naïve. Hein. Aussi de voilà. Ça. Et oui, je ça en pense fait partie. Il y a eu un vent. En infectiologie, il y a eu des très grands utilisateurs au départ. Et à un moment donné, la société s'est positionnée. Pardon. Je crois qu'il y avait encore... Ouais. C'était juste sur le point congrès. Je pense, sans rancune pour le labo, que ce qui serait pas mal, c'est que ça passe en plénière pour toucher plus de monde et tous ceux qui sont en visio, parce que là, finalement, la salle est pratiquement vide. Et alors, je pense que le côté congrès... Il n'y a pas beaucoup de plénières avec les laboratoires, sauf si on a des symposiums qui sont des symposiums plénières. Mais ça, c'est une question après d'arrangement, de partenariat, donc c'est différent. Voilà, il y a peut-être un facteur financier qui joue aussi. Mais c'est vrai que dans les plénières, on peut parler de la PCT, mais on est plutôt sur des choses plus générales. Ce qui serait intéressant, c'est qu'il y ait de façon peut-être plus régulière, j'entends, pas forcément un thème générique qui s'appelle PCT, mais qui soit un peu plus sur autre chose. Mais pour cela, il faut que les gens aient envie de venir. Et pour cela, il faut qu'il y ait une sorte de captation, d'où la question webinaire peut-être, congrès ensuite. Là, c'est un résultat d'une enquête. Vous voyez que finalement, on a eu pas mal de réponses, donc ça intéresse les gens. Ils ne savent pas quoi en faire, mais ça les intéresse. Ce que je trouve hyper intéressant, parce qu'on va peut-être améliorer cette pertinence d'utilisation ou de bon usage. Et c'est ça, ce vers quoi on veut aller. Alors, dernière remarque, puis je crois qu'il va falloir clore, comme quoi on a du débat même en petit nombre. Oui. Bonjour, c'est juste une remarque. Moi, je suis médecin gériatre et là, en parallèle, il y a les troubles de comportement. Je pense que c'est ça, c'est vraiment ça, c'est le même horaire. Voilà, et c'est pas le thème qui est très intéressant, qui intéresse tous les gériatres, mais vraiment, voilà, moi j'exerce dans un EHPAD. C'est pour vous dire que c'est pas seulement l'hôpital, parce qu'on a plein de personnes âgées avec les infections pulmonaires. On a un doute, est-ce que c'est bactérien, est-ce que c'est viral, je ne traite pas. Et c'est des gens qui sont traités par les médecins libéraux. Et je trouve que c'est un outil, un biomarqueur qui est très important, qui va vraiment nous donner cette qualité de prise en charge. Et je pense que ça intéresse beaucoup les médecins. Mais là, c'est tombé. Il faut calculer aussi cette histoire C'est une autre histoire. Que ça soit en parallèle avec un sujet gériatrique purement. Ouais.
Il y a des sessions parallèles, ça fait partie du congrès. Mais ce que vous dites est intéressant parce que j'entends qu'il n'y a pas que dans le court séjour. C'était un peu notre cible, mais aussi ailleurs. Ce qui veut dire que tout cela, webinaire, etc., il y a des cibles différentes qu'il faudrait peut-être ajuster parce qu'on n'a pas la même utilisation partout. En tout cas, merci. Ça sera peut-être le mot de la conclusion. Merci Gaëtan, en tout cas, pour tout ce qui a été dit. On a encore envie de revenir l'année prochaine pour apprendre la suite. Voilà, donc c'était le chapitre 2. On aura peut-être un chapitre 3. Voilà.